Alors, eh bien écoutez, allons-y, puisque nous reprenons les débats qui ont bien commencé hier sur ces questions d'espace public, de leur définition, de la façon dont on les traite, toujours pour ouvrir pour le grand public, et pas seulement pour les spécialistes, ces questions qui définissent l'environnement quotidien de chacun d'entre nous. On vous amène les gens qui le font, qui y concourent, on vous donne la possibilité d'intervenir. Cet après-midi, 4 débats sur des thèmes complémentaires, vous allez le voir. Mais d'abord, un sujet qui peut être sensible, y compris à Bordeaux, c'est les questions de la façon dont on aborde les risques dans l'espace public. Et est-ce qu'on n'abuse pas trop parfois du principe de précaution ? Voilà l'idée, le point de départ qui nous a amené à ce sujet. C'est des voyages parfois à l'étranger où on voit des villes avec des canaux, mais il n'y a pas de barrière pour empêcher les gens d'approcher des canaux, ou pas de barrière pour empêcher les gens d'approcher des fleuves. Et donc, pourquoi en France, souvent, à l'excès, on balise, on barrière et on empêche d'approcher? Pour ce débat, je passe la parole à mon confrère, j'allais dire mon congénère. Il est encore un petit peu Cyril Poy, qui est journaliste spécialisé. Il était le rédacteur en chef de la revue Architecture d'aujourd'hui notamment, mais on l'a vu intervenir à bien des occasions et il s'apprête d'ailleurs à changer de vie pour se mettre à préparer du logement en autopromotion, du logement participatif. C'est un autre débat, bon, moins cher, plus accessible, etc. Il vous fera demain l'explication. Voilà. Je lui passe la parole, je vous remercie, merci aux intervenants. Cyril, à toi. Merci Rémi, bonjour à tous et bienvenue à ce débat d'Agora intitulé « Peut-on contrôler l'espace public ? Jusqu'où doit aller le principe de précaution ?» Pour en parler, nous recevons 5 invités. Pierre-Alain Trévello, à ma gauche, architecte urbaniste de l'agence TVK, lauréat du concours d'urbanisme de Garonne-Eiffel, un projet intercommunal entre Bordeaux et Florac sur la rive droite, en face de la gare Saint-Jean. L'agence TVK a aussi réalisé l'aménagement de la place de la République à Paris, avec un parti pris très fort que tu expliqueras brièvement tout à l'heure, Pierre-Alain, puisque ça rentre dans le cadre de notre débat sur le principe de précaution. Jacques Géraud à ma droite. Jacques Géraud, vous êtes préfet, ancien préfet délégué pour la sécurité de la région Aquitaine, donc vous connaissez bien cette région, ancien préfet de Rhône-Alpes, et vous êtes aujourd'hui directeur des affaires publiques d'Areva. Michel Desvignes, à la gauche de Pierre-Alain, ici. Michel Desvignes, paysagiste, premier paysagiste à avoir reçu le Grand Prix d'urbanisme en 2002, troisième paysagiste à avoir reçu le Grand Prix d'urbanisme, pardon Michel, en 2011. Les Bordelais te connaissent pour ta charte d'aménagement paysager des berges de la rive droite de la Garonne à Bordeaux et bientôt pour en voir l'aménagement paysager du nouveau stade Bordeaux-Atlantique que tu as imaginé. Rudy Bord, avec un polo rouge, chemise rouge. Rudy Bord, fondateur de l'agence intégrale Rudy Bord. Rudy Bord, vous êtes graphiste de formation et de plus en plus designer urbain. Depuis les années 2000, vous vous intéressez de plus en plus à l'architecture et à l'urbanisme, en intervenant sur des problématiques liées à l'identification, à l'orientation, à la scénographie d'institutions et de territoires politiques. Je rappelle que le Musée des Arts Décoratifs accueille une de vos installations intitulée « Hypothèse pour un interstice public ». L'inauguration était ce matin à midi. Jean-Louis David à ses côtés, donc à sa gauche, ça dépend de quel côté de la salle vous êtes. Jean-Louis David, vous êtes adjoint au maire de Bordeaux en charge de la vie urbaine et de la coordination de la politique de proximité et votre délégation inclut également le thème de la sécurité. Avant de vous donner la parole à tous, je vais tenter en quelques mots, et je m'excuse avant de pas forcément y parvenir, de définir, en tout cas de tenter de définir ce qu'est le principe de précaution, parce que ce n'est pas forcément une notion claire pour tout le monde ici. Le principe de précaution, qu'est-ce que c'est? Alors un petit peu d'histoire, c'est une petite courte histoire. C'est un concept qui apparaît à la fin des années 70 sous la plume du philosophe allemand Hans Jonas dans son livre, un de ses grands livres, Le principe de responsabilité, paru en 79, et qui constitue aujourd'hui le fondement philosophique du droit à l'environnement actuel. Pour Hans Jonas, les hommes doivent exiger le risque zéro de conduire à la destruction des conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes fassent en sorte, par leurs actions et les lois qui les régissent,
de ne pas détruire leur environnement afin de préserver la planète pour les générations futures et de préserver l'intégrité humaine, c'est-à-dire les hommes tels que nous sommes et non appareillés de machines comme certains l'envisagent déjà. Alors, ce principe, a été petit à petit intégré à tout un corpus juridique, une série de chartes et de lois portant sur l'environnement, puisque c'est un principe qui est né, qui a fondé le droit de l'environnement, le droit de la relation de l'homme à son environnement. On le retrouve par exemple sous des formulations très diverses dans le traité de Maastricht, puis dans le traité d'Amsterdam, et en France dans la charte d'environnement qui a été, vous le savez, intégrée à la Constitution française en 2005. Alors, appliqué à l'espace public, ce principe de précaution, né dans un contexte environnemental, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vais vous donner des exemples qui valent ce qu'ils valent, je m'en excuse par avance. Je vais prendre un exemple assez simple et contextuel. Le principe de précaution, c'est par exemple, Rémi l'a évoqué tout à l'heure, de mettre une barrière le long des quais de la rive gauche de la Garonne, ici, on peut la voir sur le balcon, afin d'éviter que personne ne tombe dans la Garonne, sachant qu'à cet endroit du fleuve, puisqu'on est dans un espèce de virage, dans un tournant, les courants sont plus forts et que les chances de survie de la personne qui tombe sont quasi proches de zéro. Autre exemple de l'espace urbain et de l'espace public, construire des abribus assez solides pour pouvoir supporter le poids de plusieurs personnes lors de manifestations ou d'événements festifs comme des concerts. On sait que le mobilier urbain peut être largement investi par tout un tas de personnes. Et voilà, il faut prévoir et on donne des règles de construction aux architectes et aux urbanistes pour que ce mobilier urbain résiste à toute forme, j'allais dire, d'agression, mais d'utilisation dans différents contextes. Donc j'en arrête là pour les exemples. On va essayer, on a très peu de temps, on va essayer de balayer les différents niveaux de discussion de ce thème. Et je vais commencer par une première question. Et je vais commencer avec toi, Michel, si tu veux bien. Et c'est une question que je poserai à tout le monde, puisque vous avez chacun des choses à dire de votre point de vue. Dans votre pratique, je pose la question à tout le monde, dans votre pratique de l'espace public, est-ce que vous estimez que l'on peut parler d'abus du principe de précaution dans les projets aménagement urbain? Michel, est-ce que tu as pu estimer qu'il y avait des abus est-ce que, faisant tes projets, abus ou pas abus? Résolument, oui. Mais de quelle peur parle-t-on? Donc je dis oui, mais de quelle peur parle-t-on? Alors, il y a la peur de l'eau que tu évoquais, la peur des collisions, la peur des glissades. Et moi, j'ai envie de parler de deux autres peurs. Et la première, c'est la peur du vide. Ça, c'est une peur très importante dans l'espace public. Un espace qui ne serait pas déterminé, où on ne saurait pas où aller, où on ne saurait pas quoi faire, où rien ne serait indiqué. Un espace où tout serait possible, ça, c'est impossible. Donc, pour cette peur du vide, oui, conduit à un principe de précaution énorme. Il y a surdétermination, il y a surprogrammation, au point que je me souviens avoir marché à Paris le long d'une rivière et avoir pu profiter simplement de ces quais, de l'eau, des bateaux, des badauds, des passants. Et aujourd'hui, par précaution, pour que je ne risque pas de tomber dans ce vide, je trouve un tipi à louer, je trouve un container où je peux préserver très à l'avance un espace de silence. Je trouve une multitude d'animations pour me prémunir du vide. Donc oui, par rapport à cette peur du vide, le principe de précaution est abusif. Qui a peur du vide dans ces exemples que tu cites? Je ne sais pas. Deuxième peur qui m'inquiète beaucoup, c'est la peur du temps. Nous construisons des espaces qui sont très longs à installer. Et dès lors qu'on accepte cette idée, on ne comprend pas pourquoi tant de solutions hâtives. Au fond, les principes de précaution pour toutes les autres peurs, de l'eau, des glissades, etc., n'ont peu de sens quand on considère que les espaces qu'on construit se construisent en 20-30 ans. C'est 30 ans qu'il faudra pour aménager beaucoup des quartiers qu'on désigne. Et donc, ces principes qu'on évoque, évidemment, s'appliquent expérimentalement lentement. Mais cette peur qui me fascine le plus, c'est celle du vide. Dès lors qu'on accepte l'idée qu'un lieu ne soit pas aussi déterminé qu'on le veut, alors toutes les autres inquiétudes tombent également.
c'est l'immense différence entre nos aménagements et les villes où l'on se promène qui n'ont pas été l'objet d'aménagements récents. Ces principes ne s'appliquent pas dès lors que le temps n'est plus une peur. Pardon, le vide. Le vide et aussi ne pas mesurer l'effet de pour combler ce vide dans le temps aussi, c'est ça. Oui. Pierre-Alain, abus, pas abus dans ta pratique, dans la pratique de l'agence, dans les projets de l'agence, est-ce que ce principe de précaution vous a empêché, vous a contraint, vous a obligé à peut-être dépenser plus d'énergie dans la discussion avec vos maîtres d'ouvrage, avec les différents acteurs et utilisateurs de l'espace, des projets que vous dessinez chez TVK? Je trouve que c'est très compliqué de répondre à cette question de manière un peu directe comme ça, parce que moi j'aurais tendance à dire que le principe de précaution, il a une tendance à se substituer au projet, c'est-à-dire essayer de se dire qu'il finalement il y a des cas où on n'a pas besoin de faire de projet parce que la précaution est là. Et peut-être que dans la relation au concepteur, il y a quelque chose d'assez à la fois de l'ordre de la contrainte et en même temps de l'ordre de la stimulation du concepteur. Alors de ce point de vue-là, c'est presque comme n'importe quel autre type de contrainte, parce que voilà, l'état de la réflexion collective et de la réglementation dit qu'il faut faire telle et telle chose, il faut se prémunir de tel et tel risque, il faut avoir cette idée de la précaution. Moi, je crois que la précaution, elle devient très dangereuse en relation à notre métier à partir du moment où elle se substitue au projet. Alors nous, dans notre pratique, on a plutôt eu... Quelle différence tu fais entre le fait que cette précaution se substitue au projet et cette précaution comme contrainte du projet? Mais la différence, c'est la façon dont le concepteur, quand il y en a un, prend cette problématique-là et essaye de la transformer, de la retourner, de se l'approprier et d'en faire une dynamique. Moi, il me semble que essayer de prendre cette contrainte très très forte pour assouplir, pour libérer, pour redonner du vide dans le sens, parce que je souscris à ce que vient de dire Michel, essayer de ne pas avoir peur du projet qui ne serait pas forcément un projet prédestiné ou qui ne serait pas un projet qui serait seulement le design de la contrainte, le design de ce que nous demande la précaution. Je pense que là, ça nous met dans une dynamique qui est particulièrement intéressante. Et de ce point de vue-là, nous, à l'agence en tout cas, on a plutôt eu des expériences assez enrichissantes, que ce soit Garonne-Eiffel par rapport à la question de l'inondation, par exemple, puisque... Ah, tu peux expliquer? Bah, en deux mots, il y a une question qui est celle que beaucoup de projets connaissent, qui est celle de l'inondation, donc du PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Donc, qui dit exactement là où on a le droit de construire, là où on n'a pas le droit de construire, comment est-ce qu'il faut faire. Là, le projet permet, en l'occurrence, et c'est dans le travail avec les services de l'État, on avance de cette manière-là, de reformuler ces documents-là. Parce que le projet montre qu'en adaptant la situation existante, on permet à la fois d'améliorer la situation de l'existant et de reformuler les risques et donc de voir vers quoi l'on va. Donc c'est le projet lui-même qui modifie l'impact du risque d'inondation sur le territoire et qui finalement sauve une partie de ce territoire de ce risque, c'est ça? Exactement, le projet permet de reformuler la précaution et de traiter la question. Mais c'est la même chose dans l'espace public, puisqu'on est dans une biennale sur l'espace public, où je crois qu'on a toujours tendance à considérer qu'il faut installer tel et tel élément qui va nous protéger. Et je pense que quand on se pose la question de comment on fait pour avoir une réponse à ces questions-là, à la protection, sans avoir besoin d'avoir ces objets-là, on est obligé de dessiner l'espace public d'une toute autre manière. Et ça, c'est extrêmement stimulant pour le coup. Donc, si je résume, pour toi et pour TVK, cette contrainte-là du principe de précaution est un départ de dialogue et aussi un départ de réflexion sur le projet. Hein, c'est aussi ça qui construit le projet.
Je crois que ça engage la façon dont le concepteur imagine l'usager, la relation du concepteur et de l'usager. Parce qu'on a tendance à penser que c'est la réglementation qui doit figer la façon dont le concepteur investit l'usager. Et c'est la même chose, je pense, dans la relation de l'usager vers le concepteur, qui n'est pas une relation descendante, qui n'est pas une relation, le concepteur a donné une façon dont il voit les choses et l'usager doit s'y plier. C'est une relation qui est beaucoup plus complexe que ça et dans le temps beaucoup plus transversale. Rudy Bord, même question, abus, pas abus, ou le risque comme élément du projet? Je pense que la volonté est intéressante. Ce qui est bien moins intéressant, c'est les processus que ça génère. C'est-à-dire tous les éléments indirects qui finalement font que, premièrement, le citoyen est déresponsabilisé. C'est-à-dire qu'on... Un exemple. Le feu. Il n'y a plus de feu dans la ville. Alors que le feu, c'est intéressant. Mais le feu, c'est dangereux. Je pourrais prendre un autre exemple. Je pense qu'on est en train, parce que ce n'est pas uniquement la ville qu'on est en train de totalement surprotéger. Aseptiser. Aseptiser, c'est nos Alpes. On ne peut plus faire du ski hors piste. Et c'est quoi le ski hors piste? C'est savoir, c'est apprendre la responsabilité des risques que l'on prend. Et je pense que derrière cet acte de protection totale, et je reviens d'Islande. Islande, c'est un exemple super. Il y a des montées d'eau naturelles qui montent à 20 mètres, des geysers. Qui sont des geysers, qui sont de l'eau bouillante. On met une petite ficelle et on dit attention, c'est 200 degrés et c'est à toi de prendre la responsabilité. Et je pense que la question, c'est beaucoup plus une question de responsabilisation, d'arriver à dire attention, c'est dangereux, plutôt que de protéger et d'empêcher de faire. Et plus on empêchera de faire, plus on aura envie, d'une certaine manière, de dépasser ses limites. Moi, je n'arrête pas en montagne de sortir des pistes et de devoir, parce que c'est mon plaisir, de devoir passer outre des interdits de sortir de la piste. Et c'est stupide, parce que la descente qui est véritablement dangereuse, et je fais l'analogie avec ça, hein, mais l'endroit qui est véritablement dangereux, on ne suit plus les avertissements puisqu'on est averti en permanence pour n'importe quoi. Et donc on est complètement déresponsabilisé. Et je pense que la question, c'est comment on pourrait, et ça c'est une question qui est directement aussi liée pour moi à la question de l'appropriation. Comment veut-on être approprié quand on est déresponsabilisé dans un espace public? C'est-à-dire si on nous met des barrières partout, on ne peut pas prendre cet espace en main, on ne peut pas se le faire soi. Se faire soi, c'est prendre des risques. Et donc, comment arriver à réintroduire ces formes de civisme? Parce que pour moi, ça va jusqu'à un certain incivisme de l'État que de nous mettre des empêchements de partout. Alors avant de passer la parole à Jean-Louis David et au préfet Géraud, est-ce qu'on peut revenir juste dans ta pratique? Est-ce que le principe de précaution dans ta pratique de designer urbain t'a été opposé? Est-ce que tu as dû composer, l'intégrer comme contrainte, comme ce que disait Pierre-Alain? Moi, j'aime bien prendre la responsabilité. Et je pense que c'est la question du concepteur aussi. On prend la responsabilité d'un projet. Et si le projet est mauvais, en effet, il y a des conséquences. Mais je pense qu'il faut nous donner aussi la responsabilité de l'acte que l'on fait et à nous de prendre en effet des mesures. Qu'on soit conseillé, qu'il y ait des spécialistes qui en effet disent attendez, vous avez oublié les 3 mètres de neige qui peuvent tomber sur cet abribus. Ça c'est très bien. La question c'est à quel point aujourd'hui on a toute une bureaucratie qui est venue se placer entre les gens responsables et ces citoyens et qui, d'une certaine manière, c'est eux qui font le design. Hein. C'est eux qui mettent en place voilà. C'est la norme et la règle et la peur du risque. La norme et les spécialistes de la norme qui souvent ne connaissent même pas le projet que l'on fait et qui, du coup, le voient avec une certaine abstraction. C'est très difficile pour eux. Hein.
Jean-Louis David, vous êtes conseiller municipal, vous êtes en charge de la sécurité, des espaces publics. Vous aussi, même question. Dans votre pratique, dans votre vie d'élu, comment vous avez été confronté à ce principe de précaution? Il y a des exemples multiples, hein, notamment certains fameux, je vous laisse les évoquer vous-même. Et comment vous avez tenté d'y répondre? D'abord, je dirais que pour un élu, le principe de précaution est utile. Il est utile. Il est utile. Il est utile. Le tout est de savoir, mais c'est comme dans toutes Parce que l'élu on peut venir le chercher dans sa responsabilité. C'est pour ça. On vient le chercher en permanence dans sa responsabilité d'élu et les pouvoirs de police du maire, notamment de façon pénale, à un moment donné, sur les risques encourus sur l'espace public, etc. Et je dis qu'il est utile, mais c'est comme dans tout. Il est utile à condition d'être manié avec un certain équilibre et un certain nombre de précautions, de bon sens pratique, on va dire. L'espace public, il est fait pour tous. Il est fait pour être utilisé par tous. Donc il ne peut pas être à la fois trop commercial, à la fois trop dangereux, etc. Et cette forme d'équilibre, j'aime bien la notion de responsabilisation de nos concitoyens sur l'utilisation de l'espace public, mais je suis obligé de dire qu'il faut que ça passe par une phase et une période d'éducation, d'appropriation de l'espace public par les uns et par les autres. Et sur le principe de précaution lui-même, moi j'ai en tête des espaces publics qui ont été conçus, conceptualisés, de très grande qualité, et sur lesquels les précautions diverses et variées n'étaient pas forcément extrêmes. Et nous avons été obligés d'en mettre en place par le comportement et l'utilisation qui en était faite par nos concitoyens. Par exemple. Ceci étant, je pense, je peux prendre l'exemple d'une rue dans laquelle on décide de ne pas mettre de mobilier urbain, par exemple, pour qu'elle soit agréable à tous, utilisée par les uns et par les autres. Et au bout d'un moment, l'utilisation qu'en est faite nous contraint à installer des choses qui ne sont pas esthétiquement et de façon architecturale très agréable, mais qui protègent le cheminement piéton, etc. Je dis ça sous l'œil attentif du directeur général des services de la ville, qui est M. de Bouteiller, qui longtemps nous a éduqués à ça. Je rajoute à ça quand même que ça peut être éphémère aussi tout ça. C'est-à-dire que l'espace public en question, il évolue. Ses pratiques évoluent, ses utilisateurs évoluent. C'est l'espace qui évolue ou c'est la pratique de cet espace? La pratique évolue, l'espace est partagé. Je raconte souvent des espaces publics dans lesquels, entre le matin 8h et le soir 20h, ce ne sont pas les mêmes publics qui se succèdent et pas pour les mêmes usages. Tout ça, et c'est pour ça que, quelque part, le principe de précaution, une fois encore, m'intéresse, hein, mais il faut qu'il soit savamment utilisé. Et la part de risque et de responsabilité de l'élu, comment vous arrivez à la doser, puisqu'ensuite, après, le juge peut sanctionner. Moi, je crois que... il peut sanctionner le fait qu'un équipement n'ait pas été présent, il peut estimer que les précautions suffisantes n'ont pas été prises et que... Vous avez répondu à la question en la posant. La responsabilité de l'élu, on va schématiser du maire d'une manière générale, est totale. Et il faut à chaque instant que nos services et nous-mêmes ayons la capacité à répondre au fait que nous avons cherché à minimiser la totalité des risques. L'exemple des barriérages sur les quais est un très bon exemple. Lorsque nous avons connu il y a quelques années un certain nombre de noyades ici, on a eu les uns et les autres des interpellations de la population qui nous disaient les hommes, mais pourquoi vous ne mettez pas des barrières 1,50 m plus haut pour qu'on puisse ne pas les escalader? C'est votre responsabilité de faire ça. Et le maire disant, mais il y a des villes dans lesquelles, et beaucoup, le fleuve est libre d'accès, libre de déambulation. Alors, il y a des berges aussi. Il y a des berges aussi. On ne peut pas comparer la Garonne avec un certain nombre. Le marnage qu'il y a ici est plus important. Quand on tombe ici dans la Garonne, on a peu de chances de s'en ressortir, même si d'ailleurs, depuis tous ces événements-là, une quinzaine de jeunes ont été repêchés avec des moyens que nous avons mis en place par rapport à tout ça. Patrick Géraud, Jacques Géraud, excusez-moi. Vous avez été préfet.
Vous avez eu en charge de prendre, vous avez pris des décisions par rapport à certains projets, y compris des projets d'urbanisme. Comment vous avez vécu ce principe de précaution? Abus, pas abus, ou une navigation entre une négociation et un dialogue soutenu avec les utilisateurs, les concepteurs, les élus? Je l'ai vécu d'une manière qui a évolué de manière incroyable en 20 ans. Temps numéro 1, d'abord le principe de précaution, c'est pas moins un principe qu'un devoir. On a tous un devoir de précaution naturellement. Donc le temps numéro 1, c'est de se dire tout simplement, on est dans un domaine qui engage la vie et la mort des gens. La mort, c'est des inondations. On est à la veille du procès sur les inondations, vous savez, qui ont causé tant de morts en Charente-Maritime. La tempête Xynthia, c'est ça? Oui, c'est ça. Des morts sur le Gard. Le tunnel du Mont Blanc. J'ai le souvenir ici, quand j'étais en poste, d'un événement qui m'a beaucoup marqué. C'est un enfant qui s'est noyé dans un des lacs d'Ostens. Et à l'époque, le maire a été cloué au pilori parce qu'il n'aurait pas fait, disait-on, son devoir. Il y avait des barrières, baignades interdites partout. Aurait-il fallu entourer le lac de fils de fer barbelés? Vous voyez qu'on arrive à des choses qui deviennent complètement surréalistes. Pourtant, ce devoir, il est majeur. Dans son principe, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, il est très positif. Mais il y a deux éléments que je voudrais ajouter à ce qui a été dit qui montrent qu'il est très positif. Le premier, c'est qu'il a une incidence première fantastique. Il oblige en amont des projets les responsables à réfléchir au sujet, à anticiper, à prendre l'initiative, à se dire quelles sont les conséquences potentielles de nos actes de construction. Et la deuxième conséquence, qui est fantastique et très positive, c'est qu'il oblige le décideur à réunir autour d'une même table, de manière pluridisciplinaire, ceux qui vont apporter quelque chose de constructif pour limiter le risque. Des policiers, des sapeurs-pompiers, etc., etc. Et je me souviens que quand j'étais préfet délégué à la sécurité, Alain Juppé m'avait associé au jury de la rénovation de la place de la Victoire. Et là, vous voyez, on était tous en interdisciplinarité. On a pu dire, attention, si vous faites telle largeur de rue ou de trottoir, etc., voilà quelles seront les conséquences positives ou négatives en termes de sécurité, aussi bien de lutte contre la délinquance que de sécurité routière. Alors quand j'ai dit ça, eh bien, comme le disait l'intervenant précédent, Monsieur Joubert, voilà, il y a l'usage et puis il y a l'abus, user et abuser. Et on est dans l'évolution des temps, dans un processus qui devient complètement frénétique, où c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se blinde pour rejeter la responsabilité. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un pépin, il y a toujours un recours. Et la conséquence, il faut le préciser, elle est pénale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du droit civil, on est dans du droit pénal. C'est-à-dire que l'auteur qui est considéré comme responsable va en prison. Sa vie est détruite. Le risque est d'une lourdeur extrême. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun se dit, eh bien, je vais me blinder en ajoutant des normes aux normes. Même si elles sont inutiles, j'aurais pu montrer que j'ai fait tout le nécessaire et le superflu. Et donc, je vais me dégager ainsi de ma responsabilité potentielle. Deuxième conséquence qui est terrible, c'est le coût des projets. Parce que, à force d'ajouter des solutions qui n'en sont pas, on alourdit tellement les coûts qu'on provoque de l'inertie, de la sclérose. Et là où il devrait y avoir créativité, je pense aux urbanistes et architectes, le risque, c'est qu'on soit dans l'immobilisme et qu'on fige notre société. De ce point de vue-là, l'exemple des terrains inondables, voilà. Et de la pratique, la constructibilité. Alors, notre exemple, les zones inondables. J'ai deux exemples à vous donner qui vous disent combien ça peut devenir aberrant. On a évoqué les PPRI, donc les plans de risque contre les inondations, avec 3 zones, bleu, blanc, rouge. Dans la rouge, on ne fait rien parce que le risque est énorme. Dans la bleue, on fait ce qu'on veut. Et puis dans la blanche, il faudrait théoriquement prendre des précautions, en 3 petits points. Qu'est-ce qui se passe?
c'est que comme il y a un risque potentiel, même en cas de crue centenale qu'on ne connaît pas, on va dire qu'on interdit tout, y compris des terrains de sport. Y compris des terrains de sport. Alors qu'on peut tout à fait les déménager, les gens voient l'inondation. Alors que par définition, la crue centenale, c'est une fois tous les 100 ans. C'est une fois tous les 100 ans. Deuxièmement, j'ai eu un projet aussi qui m'a beaucoup marqué de manière très, très négative. Il s'agissait de gens qui n'avaient pas d'abri. On a 400 000 personnes qui n'ont pas de toit aujourd'hui dans notre société. Et des logements dans des centres-bourgs de villages vides, des logements vides, des maisons vides, eh bien, je ne pouvais pas y loger des personnes en situation très difficile, et des tas de gens y avaient vécu depuis des siècles, hein, bon, parce que les normes devenaient impossibles à respecter. Dès lors que c'était des gens qui étaient en collectif, il fallait que les portes aient telle largeur, etc. etc. Bon. Et donc, ces logements restaient vides, inutilisés. Donc voilà les aberrations auxquelles on peut être conduit. Et il y a un moment donné où on sort un véritable mur. La société se protège là avec ses normes au risque de défaire la société en laissant ces gens hors de la société. Voilà. Et alors, donc, ça veut dire qu'on va vers une société qui n'a plus de créativité, une société qui est déboussolée en fait, où on se protège tellement qu'en fait, on gèle tout, qu'il n'y a plus de parti collectif de vivre. Et puis, il y a quelque chose qui est presque encore plus grave, à mon avis, dans l'esprit. C'est la responsabilité. Ça, vous l'avez dit, M. David l'a dit. On déresponsabilise les gens. Alors, voilà, vous évoquez les geysers, hein, vous évoquez le ski, à juste titre, mais on a comme ça des quantités d'exemples devant nous. Comment se fait-il que dans des pays voisins, qu'ils soient anglo-saxons ou pas, il y ait cette notion de culture partagée d'un risque? Il n'y a pas de risque zéro, ça n'existe pas. Mais on est là tous, les uns et les autres, en esprit de responsabilité pour se dire qu'il faut l'accepter un minimum parce que la fatalité, elle existe aussi. Alors, on va essayer d'être... Merci, monsieur le préfet. On va essayer de donner peut-être d'avancer dans les exemples, Michel, dans les projets. Comment, par exemple, il y a deux, je le sais, jeter deux types de problématiques. Les problématiques de séparation dans l'espace. Tu me disais, on a peur du vide tout à l'heure. Finalement, on a peur de l'indétermination de ce qui peut se passer, parce que c'est aussi ça le vide, c'est que dans un espace qui est libre de toute contrainte, il peut aussi se passer plein de choses, et c'est peut-être de ça dont on a peur. Donc, comment toi, par des exemples précis, tu règles des thématiques de séparation de flux, de piétons, de voitures, de différents flux, ou des séparations pour tout un tas de fonctions. Et puis aussi la question du rapport à l'eau. Tu t'occupes donc de la charte paysagère de la rive droite. Comment tu traites aussi ce rapport à l'eau, ce rapport de sécurité? Parce que ici, très concrètement, on a une barrière, rive gauche. Là-bas, on est sur une berge, c'est pas tout à fait la même chose, mais on n'a pas le même type de dispositif. Est-ce que tu peux à travers ces exemples-là, tu peux nous éclairer sur ta négociation avec ce principe de précaution dans tes projets? Oui, tout à l'heure, en parlant du vide, je cherchais une pirouette un peu désespérément pour en effet introduire cette notion de... Oui, pourquoi d'indétermination? Parce qu'au fond, les espaces publics sont en train, dans nos centres-villes, de se constituer. Je veux dire, souvent, on évoque l'idée qu'on serait en train de reconquérir des espaces, ce qui n'est pas vrai. Nous sommes en train de transformer des espaces. Ici même, on voit bien que les quais aménagés sur la rive gauche par Michel Corajou, il y a un peu moins de 10 ans, sont très récents, et la rive droite est tout à fait à l'œuvre. Donc nous sommes en train d'aménager des espaces, de les transformer. Ce n'est pas une reconquête, ils avaient une autre destination, la ville avait d'autres usages. Donc nous sommes en train de constituer ces grands espaces, de découvrir leurs usages qui évoluent et d'accompagner ces usages avec ce que vous venez d'évoquer. Du coup, par rapport à ces sujets très pragmatiques, pour retomber hors pirouette, justement, ces pratiques... Alors, le port de Marseille, c'est la même chose. Je veux dire, il n'a jamais été dans l'histoire l'espace public... dont il occupe actuellement. Nous en avons fait un espace piéton. Il était un espace utilitaire. C'était un port, puis un espace de circulation. Il devient progressivement un espace à destination de cette ville, de ce centre-ville. Et du coup, les problèmes se posent progressivement. Alors, je serais paradoxalement, je serais plus positif que vous, monsieur le préfet, parce qu'en effet, les projets, comme tu le disais tout à l'heure, permettent de donner une cohérence à différents
sujet. Et souvent, effectivement, cette négociation est partagée avec les services publics, avec nous-mêmes. Au point qu'en effet, enfin, deux choses à dire, c'est comme ça se constitue, ça évolue tout le temps. Donc, dans le temps, nous gérons ces sujets. Il y avait des voitures, elles sont contenues, et progressivement, on fait tous des expériences pour supprimer les barrières, supprimer les potelets, etc. Il y a des expériences en cours à Paris, des expériences à Toulouse, et même à Marseille, tout est prévu pour qu'on puisse les enlever. On vient de faire un parvis devant une cathédrale où, de la même manière, toutes les mesures sont prises pour qu'on puisse mettre des séparations, mais elles ne sont pas mises. On expérimente d'abord. Donc, les choses se constituent, les usages progressent, au point, en effet, que, par exemple, à Marseille, il y avait, avant qu'on intervienne, 4000 voitures en permanence en stationnement double fil. Ces voitures ont disparu, donc le problème change. Et on peut très bien imaginer que, très progressivement, aucune séparation ne sera nécessaire, comme c'est le cas dans des pays où l'usage était peut-être un peu plus ancien. Pierre-Alain, peut-être un petit focus sur la place de la République, où c'est une place haussmannienne qui a été radicalement transformée. On sait, en tout cas à Paris, il y a la chaussée, les voies de circulation sont laniérées. Hein. Ici marchent les piétons, là roulent les vélos, là les taxis et les bus et les vélos, et là les voitures. Là, on a un espace, vous avez créé un espace qui est complètement... au maximum libéré de toute contrainte d'usage. En tout cas, il y a eu une clarification. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer la logique de ton projet? Et je me tourne vers Rémi Cambeau. Il faut vraiment qu'on arrête à 15 h. On a commencé avec 20 minutes de retard. Donc comment on fait? Parce qu'il y a le public qui va sûrement vouloir poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Tu nous accordes un petit peu? On parle. Très bien. Donc vas-y, tu peux parler, Pierre-Alain. Non, alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, la première, sur la place de la République. Comme je disais tout à l'heure, je pense que moi je reviens à la question de la conception parce que c'est mon domaine et que je pense que le principe de précaution pose une question fondamentale aux concepteurs et que c'est là qu'il faut investir ce champ-là. La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on ne traite pas cette question-là et comment est-ce que, par exemple, l'exemple de la rue que vous preniez tout à l'heure, si on ne traite pas la question, le problème va revenir, c'est certain. C'est qu'une question de temps, mais il va ressurgir. Ce qu'on a essayé de faire, nous, Place de la République, c'est trouver des dispositifs architecturaux et paysagers pour traiter les questions. Donc, comment arrêter de séparer les bus, les voitures et les vélos, parce que sinon, chacun est dans sa ligne et ne considère pas l'autre, et le piéton va marcher sur la bande vélo, enfin, on connaît tout ça. Donc, et c'était une culture très parisienne, on a réussi à en sortir. Comment ne pas mettre de potelet? Mais ça veut dire, a priori, un autre système, en l'occurrence là, une double bordure. Comment éviter d'avoir des garde-corps permanents dès qu'on a un emmarchement d'une certaine longueur? Ça veut dire une accessibilité facile pour tout le monde. Donc ça veut dire un aménagement du nivellement. Mais sans être trop long, je voudrais juste mentionner un autre exemple sur lequel on travaille à l'agence, et qui, selon moi, interroge la vision qu'on a de l'espace public et que moi j'ai découvert au Chili. Au Chili, qui est un pays dans lequel les conditions de risque sont des centaines de fois plus fortes qu'ici en France. Ils ont des tremblements de terre et des tsunamis tous les 4 matins. Ils ont développé des stratégies de projet qui sont particulièrement intéressantes, et notamment des stratégies de projet de l'urgence. Parce que il me semble, et pour faire le lien avec Xynthia, dont le problème est sans doute que cette catastrophe, cette tragédie porte le nom d'une tempête et non pas le nom d'un lieu, donc on l'associe un peu à nulle part. Ils ont développé des capacités à faire des projets dans l'urgence juste après la catastrophe. Le problème des catastrophes, c'est que l'esprit humain s'adapte très vite et qu'on est traumatisé pendant un certain temps, mais très vite, les gens ont envie de réhabiter là où ils habitaient avant, là où le tsunami va tout balayer. On se souvient d'ailleurs de Fukushima, il y avait dans la montagne une pierre où était gravé « L'eau est montée ici voilà. En telle année », les hommes ayant oublié, pourtant c'était écrit, ils s'étaient réinstallés en bas. C'est ce cas-là, c'est le cas de la crue décennale ou centennale, etc. Mais il me semble qu'il y a des stratégies de projet qu'on peut développer qui réinterrogent non seulement les concepteurs, mais encore une fois le lien entre le concepteur et les usagers. Par exemple, là-bas,
à Constitución, une ville au Chili, où ils ont fait un projet d'espace public qui donne sur la mer pour dire on va avoir un bien commun, un espace public là où il nous faut quelque chose qui va non seulement nous permettre de nous retrouver, en l'occurrence un parc avec des grands arbres qui vont permettre de casser la vague ou les vagues successives, parce que vous savez que dans les tsunamis, c'est pas la première vague qui détruit, c'est les suivantes une fois que tout est fragilisé. Donc comment est-ce qu'on peut produire un espace public qui va nous mettre en situation non seulement de nous protéger, mais surtout de nous réunir, de nous donner un espace où on peut parler ensemble et vivre ensemble et être conscient du risque, mais aussi de nous mettre dans une situation où on va se souvenir, ou en tout cas être dans une culture de ce risque-là. Et ça, je pense qu'on a à apprendre de situations comme celle-là, parce que nous, on est en train souvent, en France peut-être, de faire un peu toute une histoire de risques qui, en tout cas, ne sont pas ceux de la nature qu'on trouve dans d'autres pays du globe. Alors Rudy, un instant, juste sur la question de projet, tu peux nous parler d'un certain projet, et puis après on passera la parole à la salle, et puis moi j'ai une question pour le public, si tu veux bien Rémi. Oui, je ne vais pas trop parler de projet, parce que comme graphiste, il faut que je me force pour créer du danger. Donc ce n'est pas directement dans mon expérience personnelle que je peux tirer les éléments, mais je pense que j'aimerais bien poursuivre un peu cette discussion. On a fait une analyse sur les places publiques de la ville de Barcelone, et on s'est aperçu que la place la plus sympathique et qui fonctionnait, c'était une place dangereuse. C'est une place où il y avait une fontaine qui descendait comme ça, et les enfants... Sur le ring, le grand débat, le stadium de Bordeaux, symbole de la naissance d'une métropole européenne. Merci mademoiselle. Rudy. Les enfants voilà, pouvaient glisser, etc. La conséquence, c'est que les mamans ou les papas étaient sur place et qu'on s'entraidait. Et je pense que le design ou une partie de nos métiers sont en train d'enlever tous les obstacles, tous les éléments qui, d'une certaine manière, nous obligent de travailler, de s'entraider, d'échanger, etc. Moi, c'est politiquement absolument incorrect, mais je suis contre le fait qu'on enlève les marches des bus. Parce que enlever les marches des bus ou des trams, c'est enlever ce moment un peu sensationnel où on aide une maman ou un papa à monter son landau. Et on n'a pas résolu le truc. Quand on l'a enlevé, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication. On se débrouille tout seul. Bon. C'est polémique tout ça. Hein. Je suis tout à fait pour l'accessibilité universelle et tout ça. Mais comment, en même temps, se dire que peut-être c'est pas toujours en effaçant les problèmes qu'on a résolu les situations, et notamment les situations d'échange. Les comportements, et qu'on fait évoluer les comportements. Donc je vais passer peut-être la parole à la salle. Rémi, moi j'ai une question à poser à la salle, parce que comment au fond on peut réconcilier les espaces publics et la maîtrise des risques? En gros, à quelles conditions une culture urbaine du risque, qui passe par une responsabilisation de chacun... Mesdames et messieurs, à 15h sur le ring, à l'étage, le grand débat, le stadium de Bordeaux, symbole de la naissance d'une métropole européenne. Les débatteurs sont Alain Juppé, Jacques Herzog et Alain-Gérard Slama. Merci. Donc comment, en gros, à quelles conditions, très rapidement, puisqu'il nous reste que quelques minutes, une culture urbaine du risque, qui passe par une responsabilisation de chacun, peut-elle exister? Et on prend des réactions de la salle et peut-être des questions, mais très rapidement, levez la main. Allez, alors il y a une main qui se lève là, monsieur, deux mains, madame. Allez, très rapidement, parce que sinon la demoiselle va revenir vers nous. Ingénieur des arts et métiers, donc, et dans la profession, bâtiment, travaux publics. Les principes de précaution sont absolument nécessaires, et je dirais même qu'il va falloir les renforcer, parce qu'ils sont source de créativité et d'évolution des technologies. Merci. Je veux dire qu'il faut les renforcer. Pourquoi? Il faut les renforcer côté financier, parce qu'on va vers des catastrophes, alors que les finances publiques sont de plus en plus maigres. Alors là, il va falloir peut-être faire intervenir des principes de précaution concernant les enveloppes financières des projets. Voilà. Merci monsieur. On prend plusieurs questions et puis après on demandera à nos intervenants de réagir. Oui, madame. c'était ramener à une idée plutôt sociologique qui me semble
confirmé ces temps-ci que plus la société prend en charge la sécurité, plus les conduites à risque augmentent. Et que enjamber les défenses le long des quais, ça ne se faisait pas avant. Maintenant, ça se fait parce qu'on est dans des conduites à risque. Merci madame, c'est donc plutôt une remarque. Monsieur, il n'y a que ce côté-là qui pose des questions. Là, vous êtes plus concentré. Ah non, pardon, je ne vois pas, il y a Vera aussi. Je peux parler? Je vous en prie. Oui. Je voudrais dire, parce que ça me semble très important, qu'il y a un gros hiatus dans cette discussion, c'est qu'on sépare le principe de précaution et le devoir de précaution. Et ça me semble être fondamental, parce que le principe de précaution, ce sont les technocrates qui s'en emparent, qui mettent des règlements, et ensuite des cases dans les dossiers d'instruction, des permis de construire, etc. Donc on déresponsabilise le concepteur, alors que le devoir de précaution, on le renvoie comment dirais-je, au concepteur et à l'équipe de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire il y a réellement un dialogue dans le devoir de précaution en matière de bâtiments publics, d'espaces publics, de bâtiments privés, etc. Alors que le principe de précaution, il est inscrit dans la loi, il devient incontournable et ensuite on en rajoute. On rajoute à chaque fois des principes sur les principes. C'est une démarche sans fond. Donc je suis complètement contre ce qui vient d'être dit, qu'il faut le renforcer. Non, il faut l'alléger et renvoyer à l'intelligence humaine. Merci monsieur. Allez, une dernière salle de questions. Il y a des mains qui se lèvent ou pas, des remarques? Oui, pardon, il y a Vera ici. Là, on en a une ici. Alors monsieur et Vera Bord, oui. Oui, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, enlever tout le feu de circulation? Est-ce qu'on peut enlever le feu de circulation, les feux de circulation dans la ville, s'il vous plaît? Enlever les feux de circulation dans les villes. Je pense que ça va nous rendre beaucoup plus souples et intelligents dans notre comportement. Alors Jean-Louis David dit on a commencé. Vera? Oui, je pense qu'on est, et ça c'est intéressant avec l'exemple de Chili. Chili, c'est la question on est encore dans un système qu'on pourrait contrôler quelque chose. Et en référence de François Julien, c'est vraiment ce concept, un vieux concept Aristote de dire on a une capacité contrôlée, on peut anticiper, on peut c'est vraiment toute cette anticipation de ce qui peut passer. Et avec ça, on censurait ce qui va se passer. Il y a des cultures où on face les risques parce qu'ils sont là, on ne peut pas échapper les risques. Et là, on a plutôt une culture de réaction, construction, mais c'est présence. Et l'autre, c'est plutôt un concept de futur contrôle. Mais ça, contrôler déjà la présence. Et les choses ne peuvent pas se développer et réagir. Et ça, c'est très, très autoritaire, ce concept. Et voilà, j'arrête. Merci. Il nous reste 1 minute pour 5 intervenants. Un mot de la fin. Michel, tu as le micro? Non? Si? On était parti justement sur la responsabilité de chacun. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment deux écoles. Soit il faut renforcer le principe de précaution, soit au contraire il faut ouvrir et croire en la responsabilité de chacun des acteurs. Très rapidement, Michel. Non, moi j'ai envie de continuer dans ce point de vue positif que j'essaie de donner. Puis au fond, en entendant mon confrère, je trouve que il me semble quand même que dans de très nombreuses situations que nous côtoyons, il y a... Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai débat, pour être franc. J'ai l'impression qu'on a beaucoup progressé et que dans les transformations qui sont à l'œuvre, sont associés des politiques, des techniciens, des technocrates, et qu'en réalité, on trouve très souvent un terrain d'entente où les risques sont assez largement partagés, pas ignorés, et je crois qu'on trouve des solutions. J'ai l'impression que ce débat n'existe plus tout à fait. Bien, il est 15h pile et 22 secondes. On va céder la place au prochain débat. Merci beaucoup Michel Lévin, Père-Alain Trévello, Rudy Bord, Jean-Louis David et Jacques Géraud pour vos interventions. Je rends le micro à Rémi Cambeau. Merci, vous méritez bien tous ces applaudissements.